Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Je m'appelle Elisa Béliard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue et je vous accompagne vers un bien-être au sein de votre famille. Un bien-être justement particulièrement difficile à retrouver lorsqu'on a perdu un être cher, plus particulièrement son bébé. Donc comment faire pour se reconstruire après la perte d'un enfant? Pour cela, nous invitons aujourd'hui Hilaire Christemonde. Bonjour Hilaire. Bonjour. Alors c'est Christemonde ton prénom ou c'est Hilaire? C'est Christemonde mon prénom. C'est Christemonde, c'est un très joli prénom. Merci. Très joli. Alors Christemonde, tu es une maman, et particulièrement une mamange. Oui, en effet. Il y a 4 ans, j'attendais des jumeaux et j'en ai perdu un. L'autre est présent dans ma vie. Il a 4 ans, un petit garçon. Mais c'est vrai que le fait d'avoir perdu mon fils à 1 mois de vie a été très difficile car j'ai accouché en plein Covid en 2020. Et donc, du coup, c'est vrai que on se pose tout le temps la question à savoir si on perd un enfant, comment on fait? Quelles sont les ressources qu'on peut mobiliser? Et surtout, comment, justement, ma santé mentale a pris un coup, un gros coup, car je suis aussi maman, mais mamange. Et tous les jours, mon chemin de guérison a été en haut, en bas. Et aujourd'hui, merci vraiment de m'avoir invitée afin que je puisse parler de mon parcours, que des mamans puissent se retrouver en moi et que surtout puissent avancer, car le but, c'est d'avancer. Et moi, je remercie vraiment Dieu de m'avoir donné un petit ange qui me dit tous les jours « je t'aime », qui me dit toujours « maman, tu es forte, tu es belle ». Et juste pour ça, je remercie éternellement. Mais j'oublie pas mon petit Liam, il s'appelle Eliam, qui est maintenant au ciel et qui me donne cette force, cette joie que j'ai perdue quand il est parti. Mais en même temps, j'ai envie de accompagner, d'aider et pouvoir permettre à d'autres femmes d'être des mamans, parce que nous sommes des mamans battantes, vaillantes. Et même si c'est vrai qu'on perd un être cher, un petit bébé, mais je me dis que la vie est faite d'être vécue. La vie n'en remplace pas la mort, comme la mort ne remplace pas la vie. Et donc, du coup, vraiment, j'ai envie vraiment que mon témoignage, que mon parcours puisse aider, inspirer toutes ces femmes et de se dire qu'on est ensemble et qu'on est là l'une pour l'autre. Eh bien, merci beaucoup. C'est un très beau témoignage. Je suis très heureuse que tu nous rencontres aujourd'hui. Tu es une femme battante. Tu l'as pas toujours été. Ça a été difficile, justement, dans ces moments. Tu as dû trouver des outils, des choses pour te permettre de t'en sortir. Tu es radieuse aujourd'hui, tu es souriante, tu es agréable. Quelle est ta potion magique, en fait? Oh mon Dieu, j'ai pas de potion magique. On va dire que j'ai été accompagnée. J'ai vu des psychologues qui m'ont bien aidée dans mon parcours afin de savoir qui je suis. J'ai fait aussi du développement personnel afin de ne pas m'engouffrer dans ce deuil, dans cette colère, dans justement ce déni, de me dire que il est parti. Pourquoi? J'avais envie aussi de mourir à ce moment-là, à l'hôpital. Et c'est vrai que mon mari a été mon soutien, mon pilier, parce qu'il m'a dit si je meurs, ben lui aussi il meurt. Et c'est vrai j'ai pris ma claque à ce moment-là, parce que j'en avais un qui était en vie et je me suis dit merde, comment je fais? Comment je fais? Donc, c'est vrai que accoucher en plein Covid a été chaotique, hein. On va pas se cacher, on va pas se mentir. Mais je trouve que mon réconfort a été la musique. Mon réconfort a été le rire dans mes moments de tristesse, dans mes moments de doute. Puis j'adore rire. C'est une thérapie, le rire. Exactement. Hein? J'ai grandi dans une famille qui avait ça. Dans une famille haïtienne aimante où la musique était une source de joie, mais aussi source de peine, où le rire, mon papa est tellement drôle que je pense que j'ai hérité de ça. Et donc, du coup, toutes ces petites choses ont amené en profondeur de savoir vraiment qui je suis. Et le développement personnel que j'ai fait aussi a vraiment permis de mettre le doigt sur ce côté où je me prenais en victime, où je me prenais vraiment comme une 6 pieds sous terre, ou que je suis une battante, en fait, finalement. Et toutes ces choses m'ont amené à créer mon livre, à écrire un livre, tout simplement. Le livre que j'aurais tellement aimé avoir,
pour pouvoir justement libérer la parole, parce que j'ai pris 4 ans avant de verbaliser sous ce deuil. 4 ans quand même, ouais. 4 ans, et c'est vrai, je me suis dit, mince, à cette époque, si j'avais quelque chose, un livre ou un outil ou quelque chose qui me permettrait d'écrire. Parce que j'arrivais pas à parler, c'est vrai, mais j'écrivais beaucoup. Et donc, du coup, j'ai voulu vraiment amener ça dans mon ouvrage, amener justement cette libération par l'écrit, parce que l'écrit aussi est une forme de thérapie, et vraiment amener un petit peu de musique et de rire par les questions, où on peut amener vraiment un petit peu plus de douceur, plus de bienveillance lors de cette phase de deuil, parce que chaque personne vit son deuil assez différemment. Moi, je l'ai vécu en me taisant, mais aussi en mettant plus de rire et de musique, en verbalisant pas. Et j'ai voulu vraiment changer ça et de me dire que si à l'époque j'avais voulu vraiment écrire, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me pose comme question, qu'est-ce que j'aurais aimé qui me fasse vraiment sortir de ma zone de confort et pouvoir vraiment verbaliser, vraiment écrire, et puis partager aussi. Partager, ça a été ça. Partager avec mon mari, parler de notre enfant, même si effectivement ce n'est pas forcément évident, mais parler vraiment, verbaliser davantage. Et je trouve que ce cheminement-là m'a beaucoup aidée durant cette période. Je suis sans voix parce que tu parles, tu dis que tu avais du mal à parler. Aujourd'hui, ta parole est libre. Elle est libérée, on va dire. C'est d'avoir écrit ce livre qui t'a libérée? Entre autres, mais surtout me connaître, parce que je me connaissais pas. Et je trouve que quand on perd un enfant, on perd pied, on perd tout, on perd repère, on perd qui on est. Et c'est vrai d'avoir retrouvé ça, retrouver cette femme qui elle était avant cette période, qui elle était avant d'être enceinte. Et c'est vrai que d'avoir retrouvé ça, retrouver cette joie, malgré la peine, m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai qu'on on dit pas assez les choses. Et c'est vrai que dans un couple, ça peut être mis à mal. Et c'est vrai qu'on a traversé ça à deux. Et j'ai eu de la chance. On oublie souvent le papa, exactement. en fait. Hein. Et j'ai eu de la chance parce qu'il était là à mes côtés. Il a vécu toute la grossesse. Il était là avec moi à la maison. C'est vrai que je voulais pas allaiter, hein. Madame voulait pas allaiter parce que j'avais peur d'avoir mal. Oui. On m'a dit qu'il fallait allaiter mes enfants à l'hôpital. C'est vrai que mon cerveau, je crois, a dit non, il faut que j'allaite. Donc j'ai pu sécréter du lait, j'ai pu allaiter pendant plus de 7 mois mon fils. Et c'est vrai que toutes ces petites choses, toutes ces petites victoires m'ont amené à ce moment, à ça, et à me dire waouh, Chris-Monde, il n'y a pas que ça que tu as perdu, en fait. Mais merci d'avoir retrouvé ces moments de joie, mine de rien, parce que j'étais heureuse d'avoir mes 2 enfants. Oui. J'étais heureuse de les mettre en vie, de les mettre au monde, parce que c'est mon choix égoïste de les mettre sur terre, parce que je voulais être maman. C'est pas un choix égoïste, au contraire, c'est une belle chose de mettre des enfants sur terre, bien sûr. Absolument. Mais c'est vrai qu'il n'a pas choisi, c'est moi qui ai choisi. Mm-hmm. Et juste pour ça, je suis en pleine gratitude et que mon chemin de guérison se poursuit toujours autant. Et juste pour ça, je suis très contente, ouais. Donc c'est un long parcours, on n'a jamais fini de faire ce deuil, il est toujours présent? Je pense qu'il est toujours présent parce que c'est vrai que lorsque je regarde mon fils, je peux pas cacher que je regarde aussi son frère, parce que c'était des jumeaux qui se ressemblaient vraiment à l'identique. Mais c'est vrai que je me suis dit aussi, je me pose beaucoup de questions à me dire s'il était là, il serait comment? Est-ce qu'il serait aussi si embêtant qu'il n'écoute pas sa maman quand il veut? Est-ce qu'il serait adorable à me faire des câlins tous les jours? Oui, bien sûr, j'y pense et je pense que je vais jamais arrêter d'y penser parce que ça a été ma chair et c'est vrai que la vie est telle qu'on est obligé de faire face, mais en même temps, je suis contente parce que je me dis qu'il protège son grand frère, qu'il est bien là où il est bien parti en fait. J'ai pu voir dans ces derniers instants et moi, c'est pas de la peine, même si effectivement il est plus là, c'est de la joie aussi parce que je me dis que j'ai ça à raconter à son frère, en fait, tout simplement, qu'il a une petite étoile qui veille sur lui. Et juste pour ça, je suis très contente, ouais. Et justement, son frère, il est conscient qu'il a eu un partenaire de vie. Tu sais quoi, je redoutais énormément. Je redoutais beaucoup de lui annoncer qu'il a perdu un petit frère. Et tu sais quoi, ça s'est bien passé parce que j'ai fait une émission sous mon caillage. Et ça a été le début, là où j'ai commencé vraiment à parler de ça.
Et moi qui avais peur, le papa a pris le relais. Oui. Le papa a pris le relais. Et grâce à ces missions, il a pu savoir qu'il n'est pas né tout seul, que j'attendais 2 enfants. Mon mari lui a pour montrer une photo où j'avais un gros ventre. Et surtout de lui dire qu'il avait un petit frère, qu'il est mort à l'hôpital. Il a très bien accueilli. Moi qui, franchement, j'étais vraiment pas bien. J'avais hyper peur j'avais peur, je sais pas pourquoi. Et pourtant, il a très bien accueilli parce que l'enfant ne voit pas les choses comme nous, adultes. Il a cette innocence-là aussi. Tout à fait. Et ça a été un avantage parce qu'il a très bien pris. Il a vu des photos de son petit frère dans la couveuse quand ils étaient ensemble tous les deux. Et je vais pas mentir pour toi, ça m'a soulagée. J'ai pleuré parce que je me suis dit, enfin, je me retire d'un poids que j'appréhendais énormément et ça s'est hyper bien passé. Et je me dis, waouh, comment les enfants peuvent prendre les choses aussi simplement que ça. Tout à fait. Et moi, je suis en train de chicoter, de m'énerver, de me mettre dans tous les états, alors que lui, il a très bien pris, en fait. Il a même mieux pris que moi, que ma maman, que mon papa, etc. Et juste pour ça, il s'est pas rendu compte que lui aussi me guérit tous les jours. Lui aussi me guérit en étant les sourires, franchement, je sais pas quoi dire à part je suis vraiment reconnaissante de tout ça. C'est des petits pas, mais pour moi c'est un pas de géant. Et je pense qu'il sera plus grand, j'aimerais lui dire que ouais, tu sais pas ce que tu as fait là en fait. Tu nous as guéris, t'as guéri maman et papa, t'as guéri ton grand-père qui ça l'a affecté énormément mon papa ce décès, comme ma maman aussi. Il a guéri tout le monde, en fait, juste en étant lui-même, juste en acceptant, en fait, tout simplement qu'il a eu un frère, qu'il est décédé et que maintenant, c'est son petite étoile qui veille sur lui. Et juste pour ça, ouais, je suis vraiment, vraiment heureuse. Ouais. Wow. Alors, tu as cité les grands-parents. Les grands-parents sont aussi dans ce deuil. C'est parfois pas évident pour l'entourage de parler. C'est un sujet qui devient tabou. Tabou, oui, parce que c'est vrai que en Haïti, mes parents n'ont pas eu cette relation. On va dire que eux, ils ont grandi quand même dans la guerre. Et c'est vrai quand ils ont voulu avoir une vie meilleure pour leurs enfants, donc ils sont sortis de Haïti pour aller en Guyane. Je suis guyanaise, je suis née là-bas. Okay. Et j'ai grandi ici en Martinique. Et c'est vrai que la relation avec la mort n'est pas pareille. Là-bas, ils célèbrent beaucoup la mort comme la vie. Eux, ils font le carnaval, eux, ils chantent, ils dansent, ils se mettent de la couleur préférée de la personne décédée. Donc, c'est une fête, en fait, oui, finalement. Exactement. Vous imaginez une veillée, tout le monde est en orange. On n'est pas prêt. C'est un petit peu plus gai. Mais bien sûr, tout le monde est en jaune ou en rouge. Et ce sont des couleurs qu'on ne trouve pas ici en Martinique, que je respecte. Mais vous savez, cette différence culturelle m'a amené aussi à me poser aussi des questions. Je les ai posé la question, papa, maman, comment vous faites quand vous perdez quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Ils me disent en général qu'ils chantent, ils dansent, ils célèbrent. Mais c'est vrai que quand ils ont perdu leur petit-fils, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de célébration, parce que c'est leur petit-fils. Malgré la culture, il faut quand même faire face à cette émotion puissante. Et ça a été très difficile, mine de rien. Surtout pour mon papa, il a pleuré, ça m'a fendu le cœur, ma maman aussi. Et c'est vrai que par rapport à tout ça, j'ai dû, on va dire, mon cerveau a fait mute. Tu sais, mon cerveau s'est mis en mode automatique et j'ai dû porter tout le monde. Et parce que je voulais pas justement qu'il soit aussi triste, qu'il soit aussi dévasté. Même si je comprends, hein, même si j'ai accepté, mais je voulais aussi qu'il se rende compte aussi que la vie continue en fait. Donc c'est vrai que j'ai porté mon deuil avec mon mari, maman aussi, un moment. Mais j'ai dit, maman, ne t'inquiète pas, ça va. Papa, ça va. T'inquiète pas, je pleure, je ris. Mais le plus important, c'est d'extérioriser. Et je refusais de pleurer parce que je voulais être une femme forte. Parce qu'on disait souvent qu'une femme forte, c'est la femme potomitan. Et pourtant, non, en fait. Qu'une femme forte ne pouvait pas montrer sa vulnérabilité. Le grand mot qui était pour moi. Se cacher pour pleurer, c'est pas non plus une solution. Exactement. Et donc, du coup, d'accepter finalement ces larmes, d'accepter cette peine a été pour moi libérateur.
Et aussi, l'écriture a été source de joie aussi, parce que lorsque j'étais énervée, j'écrivais. Quand ça n'allait pas, j'écrivais, ou je regardais des podcasts, ou je regardais des vidéos YouTube sur le deuil périnatal, parce que je savais pas, à l'époque, c'était ça, en fait. Je savais pas qu'il y avait un mot, un terme sur ça, sur cette période, qu'on pouvait avoir différentes phases. Et c'est vrai que ça a été vraiment conscient de faire des recherches là-dessus, de voir tout ce qui se passe en France, qu'il n'y a pas forcément ici, de regarder les aides, enfin vraiment toutes ces petites choses que je me suis renseignée pendant cette période parce que j'avais soif d'apprendre. J'étais curieuse. Jusqu'à maintenant, je suis toujours curieuse de savoir ce qui se passe par rapport à ça. Je suis très contente. J'ai appris, et ça a été ouvert en octobre 2020. J'ai perdu mon fils en janvier 2020. Il y a eu l'association des Étoiles en ciel. Franchement, chapeau. Étoiles en ciel. Okay. Chapeau parce que moi, je suivais la France. Et quand j'ai su qu'il y a un Martinique, franchement, je suis tout ce qu'ils font. Et je suis très, très, très contente de ce qu'ils font, de ce qu'ils font pour les mamans, pour les femmes, parce qu'on ne s'en rend pas compte, même pour les papas qu'on oublie et pourtant qui sont bien présents durant ce deuil et qu'on ne parle pas suffisamment. Et puis, tout ce qui est, c'est vrai, en ce moment, tout ce qui est santé mentale, c'est vrai qu'on ne verbalise pas, mais qu'est-ce qui se passe ici, là, dans ton cerveau quand tu perds quelqu'un ou quand tu perds une tati ou un tonton? Moi, c'est un enfant, mais je n'ai pas perdu qu'un enfant. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la même chose. Oui, tu as dit tout à l'heure, ton cerveau a vrillé. Exactement. Oui, il s'est mis en mode protection, ça, en fait. Exactement. Tout de suite, parce que je me suis dit, ah non, mais tout le monde est en train de pleurer autour de moi. Je peux pas. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Il faut que je sois forte pour que eux puissent être forts. Et par la suite, j'ai dit que non, en fait. La force ne se mesure pas à ça. Pleurer est une force, en fait. Accepter cette vulnérabilité, finalement, cette authenticité aussi, fait de moi celle que je suis et dont je suis fière. Et c'est là aussi je puise ma force, finalement. Et tout ça, si j'avais pas peur d'un enfant, je l'aurais jamais su. C'est bête, hein, mais j'aurais pas su que j'étais forte même dans ça, dans l'adversité, que j'étais forte dans, justement, d'avoir perdu ma chair. Jamais j'aurais su ça, puisque tout le monde me dit que je suis une femme forte. Oui, mais tu l'es devenue par la force des choses. Exactement, encore 2 fois plus. Et j'ai appris aussi à accepter ça aussi, parce que c'est vrai que quand tout le monde te dit que tu es forte, mais t'en as marre, en fait, d'entendre ça. Moi, je préfère qu'on me dise je suis une femme, je suis une maman. Ouais. Et aussi, je suis une maman et dont je suis fière et que mon fils m'a tellement appris. Son départ m'a beaucoup appris sur moi. Et tout ça fait que si j'avais pas peur d'un enfant, est-ce que je le saurais? Je ne pense pas, ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, je retire que du positif de cette perte, même si je sais que mon deuil va continuer jusqu'à la fin et que je rends grâce pour ça, tout simplement. Et puis la musique, oh là là, ça a pris une place énorme dans ta vie. C'est mon bonheur, c'est mon source de joie et de peine. J'écoute de la musique quand je vais pas bien. J'écoute de la musique quand je vais bien. J'écoute de la musique quand je suis triste. Dans toutes les phases de ma vie, j'écoute de la musique. Et cette passion, je l'ai transmise à mes enfants. Quand j'étais enceinte, ils écoutaient de la musique aussi. Comme mon fils, là, maintenant, il chante tout le temps. Et juste pour c'est des petites joies qui me réchauffent le cœur et qui me permettent tous les jours d'avancer, finalement. Tout à fait, mais on dit de toi que tu es forte parce que tu as le visage d'une femme qui semble ne pas souffrir et pourtant oui. Tu es passée par différentes phases. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu quelles phases on peut retrouver dans cet état de deuil? Alors, en règle générale, moi, j'avais le déni tout de suite. Oui. J'ai pas réalisé tout de suite que j'avais perdu mon fils. C'est quand on me l'a annoncé à 3h du matin en plein Covid, où je suis partie de chez moi aller à l'hôpital, c'est là que j'ai réalisé. Et encore, parce que finalement, quand les jours qui ont suivi, j'ai pas tiqué tout de suite que j'avais perdu un enfant. Ça a pris du temps, vraiment du temps, parce que je m'étais focalisée sur celui qui est en vie. Et donc, du coup, j'ai allaité, je lui ai donné les soins, je lui ai allé à vaccination obligatoire. Il était né comme un grand prémat. Il était né à 29 semaines, donc du coup, c'était surveillance particulière, suivi particulier. Mais c'est vrai qu'au début, gros déni. Même si je pleurais, mais gros déni. Je refusais totalement d'avoir perdu un enfant.
Et par la suite a été la phase où j'étais très triste, où je parlais pas, où je mangeais pas, où je restais là et j'écoutais juste les gens parler. Et franchement, j'étais là sans être là, en fait. J'ai une impression que toute ma vie s'est arrêtée ce 28 janvier, finalement. Et par la suite, ce qui me maintenait en vie, c'est que j'allaitais mon fils, que fallait que je mange. Fallait continuer. Exactement, fallait que je continue à l'alimenter, à le nourrir, à aller au suivi, mais même pendant les suivis devant les médecins, mais j'étais là sans être là, en fait. Et c'est vrai que mon déni a continué quand même pas mal de temps. Après, on m'a conseillé d'aller voir un psychologue, donc je suis allée la voir, la psychologue de l'hôpital. Je suis allée la voir. On a fait 5 séances. Au début, je pensais que ça allait. Je verbalisais, je disais les choses. Et voyez que dans mes silences, c'était toujours difficile, mais je voulais quand même verbaliser, quand même dire les choses. Et malgré ça, je pensais que ça allait. J'ai été vraiment dans « je pense que ça va ». Et bien finalement, au fond de moi, non, ça ne va pas. Et donc du coup, c'est vrai que ça a duré longtemps comme ça. Vraiment longtemps. À être dans une phase en colère. Après est venue la colère. La colère auprès des professionnels de santé. La colère auprès de l'hôpital. La colère auprès des infirmières, des médecins qui... Trouver la faute, trouver qui... Ah oui. Et mon mari a été longtemps dans cette phase-là. Moi, je l'ai eu, mais pas comme lui. Mais lui, ça a été violent parce que lui, j'ai dû vraiment lui tirer les verres du nez pour qu'on puisse verbaliser, pour qu'on puisse parler. Or que moi, c'est vrai que j'étais en colère contre tout. Contre tout, j'avais le visage fermé, je souriais plus. Donc du coup, c'est vrai que ça a été le mix entre déni, colère, tristesse et en même temps un petit peu d'acceptation, pas trop, parce que je voulais toujours pas accepter et donc je voulais pas guérir, je voulais pas me reconstruire par rapport à ça. Et c'est vrai que ça a été, si tu veux, le mix de plusieurs phases. On dit que quand tu es en deuil, tu as plusieurs phases, tu as les 5 phases. Moi, je pense que j'étais dans les mix de tout. Tout en même temps. Ah oui, j'avais tout en même temps. J'avais des nids des fois j'étais triste, des fois j'étais en colère, des fois je n'acceptais pas, des fois non, mais je me suis dit, mais waouh, j'ai fait 4 ans comme ça, en fait, en dents de scie. 4 années à vivre ces émotions. En dents de scie, avec des émotions assez fortes quand même, parce que c'est vrai que pour moi, je sortais plus. Quand décembre, janvier arrivait, j'étais chez moi, je sortais pas. Donc du coup, c'était la chorale, next. Ma responsable de chorale ne me voyait plus parce que ça avait déjà... Ta vie d'avant, c'était d'arrêter là. J'ai tout mis en pause, en fait. J'ai mis mon fils en priorité maximale et je voulais que lui. Je me suis oubliée en tant que femme aussi. Je me suis beaucoup oubliée en tant que femme, comme épouse aussi. Mon mari aussi, malheureusement, quand il me voit comme ça, c'était pas forcément évident pour lui. Oui. Mais pourtant, il était là avec moi tous les jours. Donc oui, c'est vrai que différentes étapes, mais c'est vrai pas forcément dans l'ordre. Je trouve que j'ai vécu ce deuil assez particulièrement. Parce que comme je disais, j'ai mis la vie, mais en même temps, j'ai connu la mort tout de suite derrière. Donc c'est vrai que aller vers la vie était plus difficile pour moi. Alors que même si j'étais soutenue par mes proches, par ma famille, mais c'est vrai que ça a été très, très compliqué. Très compliqué. C'est par la suite que j'ai vu que, il y a tout ça d'étapes. Et je crois que j'ai été dans toutes les étapes, mais pas forcément au même moment. Pas forcément avec une intensité très violente. Je veux dire, c'était assez violent pour moi. Ouais. C'était assez violent parce que là, j'étais obligée d'être ce côté vulnérable là, que je refusais de montrer et d'être justement cette maman que je refusais aussi d'accepter parce que j'avais quand même perdu mon fils et que pour moi, quand je voulais rentrer chez moi, il y avait 2 berceaux, il y avait 2 poussettes. Mon mari, il a géré comme un chef. Avant que je rentre à l'hôpital, il a vendu un de chaque. Ne vois pas. Pour que je ne vois pas, etc. Donc c'est vrai que ça a été très difficile. Il a dû être un poteau-mitant lui aussi. Finalement. Ah oui, il a dû gérer pour soutenir la maman, soutenir la famille. Exactement. Faire en sorte que ça fonctionne. Exactement. Et je le remercierai jamais assez. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, il est là, il soutient mes projets, il est là dans tout ce que je fais. Il m'a dit, t'es folle. Oui, je le suis encore plus. Mais en tous les cas, je le remercierai jamais assez parce que c'est vrai que c'est grâce à lui aussi que j'ai pu, au niveau du mental, à affronter tout ça.
Parce que lorsque le médecin vous dit des choses qui ne sont pas forcément plaisantes à entendre, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Et juste pour ça, ouais, c'est clair. Et quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu es sortie de ça? Alors, le déclic, je crois que je l'ai fait cette année, en janvier. Lorsque j'ai démarré ma page Instagram, je me suis dit, aïe, première fois de ma vie, je me mets sur les réseaux sociaux. En lumière. Tu étais dans l'ombre et là, d'un seul coup, tu es en lumière. Exactement. Et surtout, je tenais à remercier l'incubateur pour femmes que je suis actuellement, Collab. Parce que j'ai intégré Collab parce que je voulais ouvrir une entreprise. Au début, je voulais ouvrir une entreprise pour faire du bien-être aux employés, etc. Et encore une fois, je m'oublie. Un petit déni aussi peut-être, oui, faire du bien aux autres en oubliant de s'être fait du bien en soi-même. Tu as entièrement compris. Et donc, du coup, Sarah m'a dit non. Sarah m'a dit non. Bon, les autres, c'est bien. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Vraiment? Qu'est-ce qui t'a manqué, en fait, quand tu as perdu ton fils? Qu'est-ce qui a péché? Et c'est là qu'elle m'a fait permettre, grâce à Collab, de me remettre en question. Et j'ai rencontré une psychologue, Janine. Aïe, c'était difficile, mais qu'est-ce qu'elle avait raison d'arrêter de penser aux autres, de penser à soi. Elle t'a secoué? Ah oui, elle m'a secoué très fort. Très, très, très fort. Et d'arrêter justement d'être dans cette tristesse-là, en fait. Parce que j'ai un potentiel de ouf. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la suite? Oui, les autres, c'est bien. Mais toi, c'est mieux. Et le fait qu'elle m'ait fait réaliser ça, Janine, franchement, chapeau, parce que par la suite, je me suis remise en question. Dans Collab, on est accompagné d'experts pendant 2 mois qui nous permettent vraiment de savoir tout ce qu'il faut savoir pour ouvrir une entreprise. Et par la suite, en janvier, j'ai pris la page Instagram et puis j'ai commencé à faire des créations de contenu. Et tout ce qui est venu au début, c'était la santé mentale parce que justement, on n'en parlait pas assez. Et je me disais, ah tiens, ce sujet-là me passionne. Et pourquoi pas mettre un petit peu de musique et de rire dedans, donner des conseils bienveillants à tous ceux qui tombent sur ma page afin d'améliorer leur santé mentale, en faisant des petites choses du quotidien si simples, si faciles qu'on oublie. Et puis, je rajoute le deuil par la suite. Parce que je me suis dit, ça fait partie de moi aussi. Et j'avais envie d'avoir ce côté authentique et de parler de moi, parler de mon histoire. Car c'est mon histoire et je suis fière et j'ai envie d'apporter cette douceur, vraiment cette douceur pendant cette période et l'acceptation. Accepter qu'on ne va pas mal, accepter de se faire aider. Et pour tout ça, m'ont fait amener au livre que j'ai écrit. Et je me suis dit, Chris-Monde, si tu as peur d'un enfant, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir en fait? Qu'est-ce qui t'a manqué? C'est l'objet de ce livre d'ailleurs qui s'appelle Chemin vers la guérison, un journal de deuil et de reconstruction. Exactement, oui. Et je parle de mon expérience à moi. Oui. Au travers de ce livre, les différentes questions que j'aurais aimé qu'on me pose, pour pouvoir verbaliser. J'arrivais pas à l'oral, mais à l'écrit, oui. Vraiment permettre ces pages d'écriture, vraiment ce côté où je me lâche. Je me suis lâchée et je me suis fait accompagner par des personnes qui ont vécu ça. J'ai eu leur retour. Est-ce que c'était approprié les questions? Est-ce que ça faisait pas trop? Parce qu'il faut faire quand même attention. Et moi, je veux vraiment que les personnes puissent se sentir à l'aise et pas justement ni frustrées ni en colère. J'ai vraiment envie d'apporter ce côté vraiment bienveillant. Tout à fait, parce que on voit dans ton livre, il est assez simple. On a une petite question et on a largement le temps de répondre, d'écrire, de dessiner, de coller des images, de faire des choses. C'est vraiment un journal intime, mais c'est un journal intime qui est dirigé vers une guérison. Exactement, parce que j'ai envie que les personnes puissent passer à autre chose à leur rythme. Car je ne souhaite pas que tout de suite tu prends mon livre et tu dis tu es guéri. C'est pas ça le but. C'est pas une baguette magique. Non, pas du tout. Je veux vraiment que tu puisses prendre conscience où est-ce que tu en es dans ton étape du deuil en fait. Et est-ce que tu as besoin d'être accompagné? Parce qu'il y a des professionnels de santé qui accompagnent lors de cette période et de trouver justement la personne qui puisse vraiment te permettre d'aller sur ce chemin. Et pour moi, c'est primordial, c'est hyper important pour moi que la personne puisse se sentir à l'aise. Car ça l'appartient, ça m'appartient pas.
c'est à 3 et j'ai envie vraiment que tu puisses voir où est-ce que tu en es, toi. Parce que moi, je sais où est-ce que j'en suis, moi, aujourd'hui. Mais toi qui vas prendre ce livre, où est-ce que tu en es, en fait? Et surtout, ô combien c'est difficile de mettre des mots quand ça va mal, de mettre des mots quand c'est dur, quand c'est difficile, ou on a la gorge nouée, on n'arrive même pas à parler tellement on pleure. Ah oui, absolument. C'était en tout cas une très belle... ça a été une très belle expérience pour toi, à la fois violente et extrêmement belle, puisque tu en sors de belles choses. C'est une transformation. La femme que tu étais avant n'est plus vraiment là. C'est une autre femme, comme un papillon qui est sorti dans un cocon. Tu as eu 4 ans d'incubation et puis tu es sortie différente. Tu es prête à justement t'envoler et faire envoler d'autres mamans qui sont un petit peu coincées dans leur cocon. Donc c'est une belle voie à prendre. Moi j'ai quand même une question. Oui, bien sûr. L'écriture, c'est donc une thérapie. Quand on n'arrive pas à écrire, on est face à ce journal, les mots sortent pas. Est-ce que tu as d'autres astuces pour justement faire sortir tout ça? J'ai pas d'astuce parce que ça veut dire que j'ai une baguette magique et je fais envoler toutes tes peines, toutes tes craintes. Mais je me dis que l'écriture m'a aidée au-delà de ce que je pensais. Et je détestais écrire, hein. Celle qui a fait l'école. Hein, tu n'es pas quelqu'un qui écrivait avant? Pas du tout. Et je me suis rendu compte que j'arrivais pas devant les professionnels de santé à verbaliser. J'arrivais pas à parler. J'étais très renfermée, très fermée même. Tout ce qui sortait de ma bouche, c'était de la colère, de la rage. Et je me suis dit, autant me tourner vers quelque chose que je déteste encore plus, c'est l'écriture. D'accord. C'est l'écriture. Et puis, tu sais, j'ai mis un peu de musique. J'adore la musique. Donc, je me suis dit, un petit fond sonore peut être bien. Puis, j'ai commencé à prendre un cahier, j'ai commencé à écrire. Et c'est là que je me suis dit, waouh, ça m'a fait du bien, en fait. La musicothérapie, finalement. Ça m'a fait du bien, en fait. Et je me dis que c'est des petites choses simples qu'on peut mettre en place, même si on n'en a pas envie, mais qui permet justement ce côté libérateur, en fait. Il faut se forcer un petit peu à sortir de la zone... Oui. Et t'inquiète, ma famille m'a sorti aussi de ma zone de confort. Hein. Elle m'a dit, Crispon, bouge-toi. Crispon, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es un enfant, il faut l'élever, il faut que tu arrêtes ça. Et c'est vrai que prendre des calottes comme ça, ça a été challengeant parce que tu es dans ta peine, en fait, tu vois pas. Moi, j'étais dans ma peine. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, mais non. Mais non, absolument non, faut pas. Et c'est pour ça que je dis souvent, ceux qui ont peur d'un être cher, prenez-leur. Dis-leur, on va à la mer, même s'il n'a pas envie. On va marcher sur la plage. Allons marcher dans la nature. Bien sûr, ça fait du bien. Et bien sûr, ça réconforte. Bien sûr, si la personne n'a pas envie de parler, acceptez-le, en fait. Et soyez là pour lui. Juste présent. Exactement. Juste présent. Le plus important, c'est ça. Et surtout d'avoir cette bienveillance et puis ces paroles tellement douces pour dire je suis là, même si ça ne va pas. Et d'avoir entendu ça pendant cette période m'a beaucoup aidée parce que je ne parlais pas. Je ne parlais pas à mon mari, je ne parlais pas à ma maman. Tout ce qui sortait, c'était des larmes. Tout ce qui sortait, c'était de la tristesse. Et donc, du coup, par rapport à tout ça, c'est ça qui m'a beaucoup aidée. C'est de ne pas être forcée, de ne pas se sentir forcée de parler, de revivre, en fait, cette période qui n'est pas forcément facile. C'est difficile, en fait, finalement, de revisualiser ce qui s'est passé. Et puis aussi, regarder la personne dans les yeux pour lui dire tout ça. Et puis, on perd pied. C'est pas facile pour quelqu'un qui vous accompagne, justement, quelqu'un de votre famille, vos amis, de donner les bons mots. On peut être blessant sans s'en rendre compte. Est-ce que tu as vécu aussi ce moment-là où des personnes qui voulaient t'aider, finalement, t'ont replongé dans cette... ma belle-mère a voulu m'aider parce qu'elle aussi a été sujet à ça, mais c'est vrai que ça m'a pas tellement aidée. Hein. Je pense que ça m'a enfoncé encore plus parce que même dans ses mots, elle a pas fait attention que j'avais pas forcément envie d'entendre ça. C'est hyper difficile, hein, parce qu'on a rien envie d'entendre. On a juste envie de rester chez soi, de rester dans notre zone de sécurité. Ne pas être confronté aux autres. Exactement. Et puis surtout, ne pas être obligé de
parler. Parce que c'est ça la question, j'ai pas envie de parler, en fait. J'ai juste envie de rester chez moi, regarder des vidéos tristounettes ou bien des vidéos qui me soulagent un petit peu le cœur, mais c'est tout. Et c'est vrai que se confronter à la vieillesse, se confronter aux autres, c'est hyper difficile. Moi, ça a été très difficile pour moi. Je me rappelle, c'est mon mari qui m'a forcé à sortir parce que je voulais pas. Je voulais rester chez moi parce que j'étais bien chez moi, en fait, tout simplement. On se rend compte que les collègues de travail, par exemple, on reprend son travail. Ouais. Les collègues ont envie de dire quelque chose ou ils se forcent à dire quelque chose. Vaut mieux ne rien dire. Je sais pas. Franchement, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui aiment les attentions, les bonjours, ça va. Je suis là pour toi. Il y en a d'autres qui préfèrent le silence. Je pense que chaque personne est différente. Donc moi, dans mon cas, je préférais le silence. Je préfère le silence. Je savais que tu étais là pour moi. Et quand j'en ai besoin, t'inquiète, je t'appelle. Si ça va pas, je t'appelle, je verbalise. Et donc, c'est vrai que ça dépend vraiment de tout un chacun. Ouais, tout un chacun est assez différent et c'est vrai que j'ai pas vraiment de conseil type, en fait. C'est ça. Simplement demander à la personne qui est en deuil de quoi elle a besoin. Exactement, tout simplement. Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as envie que je fasse quelque chose pour toi? Moi, je me rappelle, ma maman me faisait à manger, donc c'était super, parce que j'avais pas la force de faire à manger. Et elle m'avait demandé, j'ai dit, maman, écoute, j'ai pas la force de faire à manger, est-ce que tu peux? Et je pense que pour moi, c'est la meilleure des choses. Je peux parler que de moi, donc... Tout à fait, mais c'est une expérience qui peut toucher aussi beaucoup de mamans se reconnaissent en toi. Moi, mon papa me faisait rire. Mon papa me faisait rire. Le rire, mais oui, le rire, c'est important. Mon papa me faisait rire, donc du coup, c'est vrai que je rigolais, en même temps, je pleurais. Donc du coup, c'était les deux. Mais en tout cas, c'est une manière pour lui de me dire que ça va, en fait, tout simplement, et qu'il était là. Donc c'est vrai que c'est tout un chacun, c'est différent. Maman, elle me faisait à manger, parce que c'est que j'ai mangé. Lui, mon papa me faisait rire. Donc du coup, et mon mari me faisait les deux en même temps de me voir. C'est très bien. En même temps de me voir en train de baver, de chialer, il me trouve toujours belle. Donc du coup, c'est cool. Mais ouais, ça dépend de tout un chacun. J'ai pas vraiment de conseil type à part de demander directement à la personne concernée ce dont elle a besoin. Tout simplement. Et donc, tu as parlé tout à l'heure d'associations. On n'a pas énormément d'associations ici en Martinique, mais on en a quelques-unes quand même. Ah oui, il y en a quelques-unes et je suis très, très contente. Il y a les Étoiles en ciel que je suis sur tous les réseaux. Je veux être actuelle sur tout. Mais il y a d'autres associations, je ne me rappelle plus le nom, mais il y en a une autre aussi qui parle du deuil. Elle fait pas le deuil périnatal, mais elle fait le deuil d'un être cher, d'un papa, d'une maman, d'un grand-père, d'une grand-mère. Donc, du coup, vraiment, qu'on libère davantage la parole là-dessus. Et tout ce qui se fait en ce moment en termes d'actualité, c'est important et vital de se tenir informé et de savoir qu'ils existent, en fait. Et qu'ils mettent en place des actions pour nous, mamange, afin de pouvoir se reconnecter à eux, les contacter. Parce que lorsque je vois mon mari, je me dis... ce serait bien, mais lui, il n'est pas chaud. Donc je fais aussi en fonction du rythme de mon mari aussi, parce que lui aussi, il a été sujet à ça, au deuil périnatal, mais lui, il verbalise pas trop, mais c'est sa manière, lui, de faire son deuil, accepter ça aussi. Franchement, en ce moment, c'est vraiment top d'avoir des associations... Ça nous permet de trouver le chemin, en fait, quel que soit ce dont on a besoin. C'est ça, qui parle davantage et que les médias puissent vraiment suivre ce genre de choses. Moi, je suis très contente, très heureuse. Parce que moi, je suivais beaucoup la France. Mais c'est vrai qu'en Martinique, je suis contente d'avoir ces associations-là, en effet. Super. Mais écoute, vraiment un grand merci d'avoir participé à cette émotion, d'avoir... accepter de te livrer. Je sais que c'est pas évident et tu t'es livrée avec tellement de facilité que je me rends compte qu'effectivement l'écriture, même si elle est difficile au début, permet de libérer. Je termine avec une phrase que tu as écrite, qu'on voit beaucoup sur tes Instagram. Hein. Tu diffuses des petits mots qui font du bien. Alors j'ai retenu écrire, c'est libérer les émotions enfouies, accepter chaque sentiment avec bienveillance et trouver la guérison dans les mots. J'adore cette phrase. Et pour moi, ça a été si libérateur. Et je me dis, je me devais de
de le mettre sur mes réseaux parce que c'est vrai, en fait. C'est vrai. Et je suis pas la seule à être dans ce cas. Je suis beaucoup de groupes sur Facebook, de différents groupes de mamans en France qui, oui, ça libère et ça aide d'écrire. Et je suis des petites pages de Facebook, de En Plume, qui, elle écrit et verbalise pas, mais elle écrit et ses mots sont tellement justes. Et d'où le livre et puis d'où tous les projets par la suite. Et vraiment, Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de terminer cette émission? Un conseil, un mot? Soyez vous-même et entourez-vous. N'hésitez pas à vous faire accompagner parce que se faire accompagner lors de cette période de deuil n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est montrer une force, une détermination à avancer, à aller de l'avant. Moi, j'encourage vraiment ça parce que ça a été mon cas. Et puis, j'ai envie de dire, kiffez la vie. On n'a qu'une vie et la vie est faite d'être pleinement vécue. J'ai une famille qui m'entoure, des amis qui m'entourent, une chorale que je fais chier, que j'aime d'amour. Et j'ai envie de dire, vivez-la et franchement avec bienveillance. Et puis surtout, la vie, c'est maintenant, en fait, tout simplement. Tout à fait. Merci beaucoup, Chrismonde. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cette belle émission. Rendez-vous dans une prochaine. À bientôt.